Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Et directement, comme vous pouvez voir, je ne suis pas à mon setup habituel, ne soyez pas étonnés. Mais ça ne change à rien, ce Texama Show aussi, c'est juste que l'arrière-plan est un petit peu différent. D'ailleurs, j'utilise mon nouveau setup mobile spécial voyage. Génial, je vais faire une vidéo dessus. C'est pas une vidéo sponsorisée ni rien, il est vraiment génial. J'utilise un mini bureau avec un pied d'écran raccroché, tout ça. J'ai deux écrans quand même, mais le setup est tellement petit qu'il tient sur un lit, genre avec des pieds et tout ça. Je peux le mettre n'importe où. Je pourrais le mettre sur une table, je pourrais le mettre à terre et utiliser le setup à terre. Je pourrais faire ça. Genre j'ai un clavier et tout, une souris sans fil. Vraiment génial. Donc ça, vous aurez une vidéo là-dessus sur la chaîne parce que je ne suis pas actuellement à la maison et j'avais besoin de ce setup-là, donc je l'ai fait tout simplement. La caméra est toujours indépendante par contre. Comme ça donne une très bonne qualité. J'ai aussi une lampe studio pour avoir un petit peu de lumière, même si j'en ai pas forcément besoin. Dans tous les cas, commençons avec les actualités de la semaine. Le premier sujet de la semaine, c'est pour ceux qui voudraient soutenir la chaîne. Une bonne méthode pour soutenir la chaîne, c'est d'utiliser par exemple certains liens affiliés que j'ai en description. Donc par exemple, j'en mets de temps en temps pour Amazon quand je parle de certains produits. Mais vous avez aussi un des plus gros sponsors de la chaîne. Ce segment n'est pas sponsorisé, je tiens à préciser, mais là je parle de eux. Si vous voulez utiliser le lien affilié que j'ai en description, ben, ça m'aide. Et sinon, ben, vous pouvez continuer avec le reste de la vidéo. Et c'est tout simplement ce sponsor, Oned. Oned, j'en ai déjà parlé plein de fois par le passé. Ils font des overlays de stream très qualitatifs. Vous en avez de tous les designs pour n'importe quel type de jeu. Vous pouvez avoir des overlays spéciaux YouTube. Vous avez des overlays spéciaux Streamlabs, même si vous ne devriez plus utiliser Streamlabs. Leurs overlays aussi sont très faciles à installer. Bon, pour Streamlabs, vous pouvez tout simplement faire double-cliquer si je me souviens bien. Pour OBS, vous pouvez les importer. C'est plutôt simple. Vous pouvez aussi en acheter plusieurs et les mixer ensemble. Donc si vous aimez bien par exemple le cap de webcam de cet overlay là, vous pouvez le prendre et puis mettre votre propre overlay derrière, ou vous pouvez mettre vos propres fonds, vous pouvez le personnaliser. Vous avez tous les fichiers des overlays qui sont disponibles et ça c'est un gros point positif. Donc imaginons que moi je veux streamer sur Minecraft. Eh bien, je peux sélectionner des overlays Minecraft, voilà quelques-uns. Et puis après, si j'aime pas trop par exemple le fond de celui-ci, ça fait pas assez Minecraft justement, ben je peux aller dans les fichiers et le personnaliser. Mais si j'aime bien par contre les autres éléments, ben ça je peux les garder. Donc ils ont tout vraiment au niveau overlay. Et vous avez aussi tout ce qui est badge, avatar, emote aussi que vous pouvez utiliser dans votre chat. Donc il y a tout ce qui est en rapport avec le streaming. Et leurs overlays sont vraiment pas chers. Vous en avez à 10€. Un overlay professionnel complet, avec tous les écrans de pause et tout ça, système de chat et tout, pour 10€, c'est vraiment pas cher. Au point même que vous pourriez en acheter quelques-uns, et là vous faites un overlay parfait. Ou vous pouvez prendre un overlay par jeu que vous jouez. Si vous jouez beaucoup à, je sais pas moi, un jeu en particulier, vous en prenez un spécialement pour ce jeu-là, comme ça vos viewers peuvent le reconnaître. Donc, vous avez un lien dans la description vers Oned. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, mais c'est un lien affiliate et ça me permet de me soutenir. Merci à vous. La première vraie news de la semaine, c'est le fait que, oui, on s'en doutait, mais une étude le confirme maintenant, les jeux vidéo n'affectent pas votre santé mentale. Et c'est une étude de l'université d'Oxford. Évidemment, plus d'études ne feraient pas de mal. Mais en tout cas, ils ont conclu une étude assez importante où ils ont testé notamment aussi différents types de jeux. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez aller lire l'étude sur des papiers comme ça universitaires sont souvent disponibles. Vous pouvez aller la lire en entier si vous voulez. Et par exemple, un truc intéressant, c'est que le type de jeu n'affectait pas plus l'un ou l'autre. Donc pour ceux qui se disent peut-être que c'est les FPS qui affectent le plus parce que c'est plus violent ou autre chose, non, ça ne changeait rien par rapport à un jeu de puzzle par exemple. Et ils ont trouvé que globalement, les jeux vidéo n'affectent pas la santé mentale. Après évidemment, il y a des exceptions. Si vous aviez déjà des préconditions à être affecté par même des médias comme les films et tout ça, forcément les jeux vidéo peuvent vous affecter. Ça semble assez logique à dire. Mais la cause ici n'est pas forcément directement les jeux vidéo. Donc, très intéressant, franchement. Ça permet d'avoir enfin quelque chose qu'on peut pointer du doigt et dire hey, parce que vous pourriez vous dire maintenant, plus personne n'accuse les jeux vidéo pour des trucs. Si, aux États-Unis, ils continuent d'accuser les jeux vidéo pour ce qui se passe, des actualités récentes. Je vais pas le dire parce que je vais me faire démonétiser YouTube, mais par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, ils continuent d'accuser les jeux vidéo, bizarrement. Et pas d'autres raisons comme le fait que c'est très facile d'obtenir certaines choses aux États-Unis, ou alors qu'ils ont des énormes problèmes de santé mentale aux États-Unis qui ne sont pas traités correctement.
Donc on accuse les jeux vidéo, c'est beaucoup plus facile, c'est satanique et tout le tralala. Donc bref, dans tous les cas, ça permet de pointer du doigt que non, les jeux vidéo, en tout cas selon cette étude en particulier, ne peuvent pas affecter la santé mentale au point même qu'on certains pouvaient le croire par le passé. Donc ça, c'est plutôt toujours assez intéressant. Après, évidemment, il y a toujours d'autres sujets par rapport aux jeux vidéo. Certaines personnes peuvent toujours développer des addictions aux jeux vidéo, ça existe toujours. Et aussi, il y a certains jeux vidéo qui sont, on peut le dire clairement, certains jeux vidéo sont plus productifs, on va dire, pour la santé mentale des gens. Je pense notamment, si vous jouez à un enfant joue à des jeux vidéo qui apprend quelque chose, c'est mieux qu'un jeu vidéo où il n'apprend rien, forcément. Mais bon, ça, c'est pas le but de cette étude-là. Le but de cette étude, c'était vraiment voir est-ce que la santé mentale de cette personne est affectée en jouant à des jeux vidéo? Oui, non. Donc, yep. Du coup, je n'en dirai pas plus parce que je ne suis pas un docteur en psychologie ou autre chose. Donc, je vous invite à aller voir l'étude si vous êtes très intéressé par ça, la lire en entier. Et comme ça, vous aurez encore plus d'informations par quelqu'un qui s'y connaît. Ensuite, on a une news qui vient des États-Unis où le Congrès a passé une proposition, si le terme en français est correct, a bill en tout cas en anglais, qui va permettre de booster la production de semi-conducteurs aux États-Unis. C'est quelque chose que l'Europe aussi cherche à faire, pour information, et le but du coup de cette proposition de loi, c'est de tout simplement allouer, il me semble, plus de 50 milliards de dollars à justement la construction d'usines de semi-conducteurs notamment pour certaines marques. La marque qui profite le plus, pour information, c'est Intel, parce que Intel est basé aux États-Unis, comme AMD techniquement, mais surtout Intel a déjà des usines aux États-Unis, donc ils ont déjà prouvé par le passé que ils pouvaient faire des microprocesseurs directement sur le territoire américain. Du coup, ça intéresse forcément plus les Américains de financer une entreprise américaine qui a déjà fait ses preuves. Mais il y a aussi d'autres entreprises qui en profitent, notamment TSMC, ce qui semble assez logique. Donc on verra bien ce que ça donnera, parce que le problème avec ce genre de bill, de proposition de loi, c'est que par le passé, il y en a déjà eu. Il y a même des États aux États-Unis qui ont financé la production d'écrans, de microprocesseurs et tout ça, et finalement ça ne s'est jamais fait parce que l'entreprise a juste pris l'argent et puis est partie en courant. Ils ont aussi offert des réductions de taxes et au final ça ne s'est pas fait. Là aussi, il faut voir, est-ce que cet argent va être utilisé correctement ou est-ce que ça va juste être gâché dans la production, la construction d'une usine qui au final ne sera pas vraiment utilisée. Ça reste à voir. Mais pour information, la raison pour laquelle ils font ça, c'est tout simplement parce que je pense que vous avez dû le voir avec tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Tout ce qui est semi-conducteur, notamment pour même juste des trucs bêtes comme fabriquer une voiture, fabriquer juste une cafetière ou autre chose, on a besoin de microprocesseurs maintenant, même pas forcément des microprocesseurs très puissants, et ils viennent tous de Chine, ou ils viennent tous de Taïwan, et du coup on est largement limité, et la production aussi est limitée en Europe ou aux États-Unis à cause de ça. Donc cette proposition-là, cette proposition plutôt a pour but de justement adresser ce problème-là et essayer de réduire un petit peu la dépendance justement du marché asiatique. On verra encore une fois si ça fera ce que c'est censé faire, j'espère. Et j'espère aussi qu'en Europe, on va un peu se bouger les fesses là-dessus parce que on en aurait bien besoin. Il n'y a même pas forcément besoin d'usines pour fabriquer des choses hyper complexes. Je ne parle pas ici de fabriquer des derniers processeurs Ryzen ou autre chose, mais juste au moins fabriquer les microprocesseurs qu'on utilise dans des objets plus courants ne ferait vraiment pas mal et ça ne requiert pas non plus énormément de compétences de très haut niveau, comme par exemple fabriquer des processeurs de dernière génération. Donc on verra bien ce que ça donnera, quoi qu'il arrive, cette décision aux États-Unis, et voir aussi quand en Europe ça passera. On aura un petit peu plus d'action à ce niveau-là. Ensuite, on a une news par rapport à une autre news, techniquement qu'on n'a pas vu dans le Texama Show parce que ça a été vite corrigé, mais plein de news ont commencé à reporter que Google Stadia allait être fermé. Donc Stadia, si vous ne savez pas, c'est le service de streaming de jeux vidéo de Google qui a eu du mal à décoller, très clairement, dû à plusieurs raisons. La raison principale, selon moi, c'est que vous n'avez pas votre bibliothèque de jeux sur Stadia, vous devez racheter les jeux dessus. Et ils existent seulement sur Stadia, donc si Stadia ferme, vous perdez tous vos jeux. Et ça, forcément, ça n'invite pas à jouer, à utiliser Stadia, tout simplement. Aussi, le catalogue est très limité, donc ça n'aide pas non plus. Et le dernier truc, certainement aussi, c'est un peu en rapport avec ça, c'est que Google a déjà, par le passé, fermé énormément de services comme ça sans prévenir. Des services des fois très populaires, mais que Google ne trouvait plus
intéressant de continuer ou coûtait peut-être trop d'argent à maintenir. Et du coup, ben, nous avons ce report comme quoi Stadia allait fermer. Google a dénié ce report, donc c'est ça la news justement ici. Donc ils ont dit que ça n'allait pas fermer et que les gens soient rassurés, qu'ils allaient amener plus de jeux sur la plateforme et aussi Stadia Pro apparemment. Et ils demandaient si les gens avaient plus de questions. Mais, yep, basiquement, Stadia est toujours là. Mais un tweet qui dit hey, on soutient toujours Stadia, ça ne veut pas toujours tout dire. Forcément, si cette décision est en train d'être prise maintenant, c'est pas la personne qui gère c'est pas le community manager de Twitter qui forcément prend cette décision-là. C'est quelqu'un de plus haut placé. Et peut-être que cette personne plus haut placée n'en a pas encore parlé à la personne qui gère le Twitter. Et surtout, forcément, tant qu'il n'y a aucune décision officielle, la personne sur Twitter va continuer de dire que non, va continuer de dénier l'information. Donc, ils ont dénié, mais honnêtement, le truc c'est que Stadia a énormément de mal, ça coûte énormément d'argent, et ça ne va pas grand... Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils vont vraiment prendre du marché, en fait, parce que le truc c'est que la formule est juste pas intéressante, encore une fois. Même en retirant le fait que Stadia pourrait fermer à n'importe quel moment, est-ce que vous avez envie d'aller acheter des jeux sur une plateforme où le choix est très limité et que vous ne pourrez pas réutiliser vos jeux en dehors de la plateforme? Moi, je ne voudrais pas. C'est pour ça que je pense que beaucoup de gens préfèrent juste aller sur GeForce Now, notamment, qui permettent d'utiliser votre propre bibliothèque de jeux, ou d'utiliser des services comme le Xbox Game Pass Ultimate, qui a aussi son service de streaming maintenant, Xcloud Gaming, qui franchement marche plutôt bien. Et là, vous avez le catalogue Xbox, et surtout, si vous achetez un jeu avec Xbox, vous pouvez l'utiliser sur votre Xbox ou sur votre PC. Donc là, vous gardez votre jeu même si le service de streaming ferme plus tard. Et le truc, c'est que il y a moins de chances que le service de streaming Xbox ferme que le service de streaming de Google. Parce que Xbox, leur travail, c'est de faire des jeux vidéo. Donc, yep. En gros, on verra bien ce que ça donnera, mais honnêtement, moi je vous le dis, je ne prendrai pas Google Stadia. Même s'ils sont plus performants sur certains points, les autres services de streaming sont juste meilleurs. Ensuite, en parlant de quelque chose qu'on ne s'attendait pas à ce que ça réussisse, un peu comme Google Stadia. Bon, Google Stadia n'a pas réussi, mais Diablo Immortal sur smartphone. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Diablo Immortal avait été annoncé, il me semble, pendant un E3 ou autre chose. Les gens avaient boué comme pas possible. Ils détestaient cette annonce-là, ce qui est tout à fait logique, parce que les gens s'attendaient à un nouveau Diablo ou à un remake de Diablo, et puis les développeurs arrivent et ils sont en mode « Oh, on va faire un jeu mobile, les gars !» Et forcément, ouais, les gens n'étaient vraiment pas contents. Et pourtant, malgré tout ça, le jeu a fait plus de 100 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 100 millions de dollars, c'est des très bons profits. Alors, il y a aussi les coûts derrière et tout ça, mais un jeu mobile a moins de coûts qu'un vrai jeu AAA, il faut le savoir. C'est même pour ça que la plupart des développeurs maintenant sont en mode « Hey, je vais faire un jeu mobile !» Parce que c'est plus facile de supporter les plateformes en réalité. C'est plus simple à développer. Vous n'avez pas besoin de faire un jeu qui va hyper loin ou autre chose avec un gameplay hyper riche. Vous pouvez faire un jeu très simple qui se joue facilement et les gens sont déjà très contents sur mobile, surtout que le jeu est gratuit. Et après, vous mettez plein de trucs payants dedans et là, vous faites plein d'argent. C'est la formule qu'a évidemment choisi ici Blizzard, parce que Blizzard a perdu son âme et tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, de toute façon. Donc, yep, malgré le fait que les gens ont boué tout ça, ils sont quand même fait 100 millions de dollars. C'est quand même incroyable. Incroyable. À croire que malgré tout ce qu'a fait Blizzard, leur réputation continue de les précéder. Genre, les gens continuent d'avoir... Et surtout, le nom Diablo continue de vendre et les gens ont utilisé l'application. Après, je n'ai pas testé. Peut-être que le jeu mobile est intéressant, en vrai. Hein, c'est tout à fait possible. Mais, yep, je comprends aussi pourquoi les gens n'étaient pas contents. Parce qu'ils s'attendaient à autre chose. Certainement plus un vrai jeu. Plus qu'un mini-jeu que les gens peuvent jouer vite fait comme ça. Ensuite, nous avons une news totalement différente ici, une news plutôt au niveau science, où nous avons le gouvernement américain qui a certifié le premier réacteur de petite taille. Donc c'est un réacteur assez petit qui serait transportable. Du coup, bon, vous pourriez le mettre sur un camion, mais ce serait quand même un convoi exceptionnel. Mais en gros, le but, ce serait de fabriquer ces réacteurs de petite taille dans une usine spécialisée qui a tout ce qu'il faut pour les fabriquer, et puis après les acheminer vers un site où il faut les installer. Parce que le problème avec les centrales nucléaires à l'heure actuelle, c'est qu'elles
elles prennent énormément de temps à être construites et elles coûtent extrêmement cher à être construites. L'opérer en tant que tel, ça va encore, même si c'est cher, surtout au niveau de tout ce qui est gestion des déchets et tout. Mais vraiment, le gros problème, c'est si vous voulez faire une centrale nucléaire tout de suite, il va vous falloir 5 à 10 années pour la construire. Et du coup, aussi bien, vous n'en aurez plus besoin quand elle sera finie. Là, l'avantage, c'est que comme l'usine est spécialisée là-dedans, ben, c'est plus rapide de les fabriquer. Aussi, c'est des petits réacteurs, donc vous pouvez faire un premier réacteur et déjà mettre en ligne votre centrale nucléaire et puis en rajouter petit à petit. Et du coup, c'est assez intéressant. Maintenant, il y a évidemment des sceptiques de l'autre côté, des gens qui disent hey, est-ce que ça va être intéressant? Parce que le côté intéressant d'une centrale nucléaire, c'est qu'elle produit beaucoup et surtout, il faut faire une grosse centrale pour qu'il y ait un intérêt économique derrière. Est-ce que faire une centrale avec des petits réacteurs comme ça va avoir un intérêt économique ou est-ce que l'économie de scale ne suivra pas en fait? Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faudra voir honnêtement. La technologie aussi derrière les petits réacteurs nucléaires, au final, jusqu'à maintenant, n'était pas... Elle était développée en réalité, parce que vous avez les sous-marins nucléaires, vous avez les porte-avions nucléaires, qui utilisent au final les petits réacteurs nucléaires aussi. Bon, eux, ils ont accès à l'océan pour se refroidir, mais quand même. La technologie existait, mais elle n'existait pas forcément au niveau civil. Donc là, on parle d'une technologie au niveau civil. Et une entreprise privée, surtout, qui a développé cette technologie. Donc, le fait qu'il soit certifié est déjà un gros pas vers une bonne direction, selon moi. Encore une fois, il faut voir le coût économique. C'est toujours... Le problème nucléaire, c'est toujours le coût économique. Parce que il y en a évidemment qui vont dire « Oh, les déchets... » Les déchets, il y en a, hein, mais comparé à la quantité de CO2 qu'on rejette avec même une centrale très efficace comme une centrale au gaz, les déchets de la centrale au gaz, ils partent dans les airs et vous les voyez plus. Genre, donc, les gens se plaignent souvent des déchets d'une usine nucléaire, enfin d'une centrale nucléaire, mais je suis en mode, les déchets des autres centrales, ils disparaissent, vous les voyez plus en fait. C'est pour ça que les gens se plaignent pas, mais en fait, ils sont là. Et ils sont en train de partir dans l'air. Donc on devrait peut-être faire quelque chose là-dessus aussi. Là, les déchets de cette des centrales nucléaires, on les voit directement. Enfin, si vous les voyez, il vaut mieux avoir une protection, sinon vous allez avoir des gros problèmes. Et c'est ça que les gens n'aiment pas, en fait. Et puis, il y a la peur du nucléaire avec tous les accidents qu'il y a eu et tout ça. Et moi aussi, personnellement, je pense qu'une partie de la solution à notre problème énergétique et le réchauffement climatique, c'est des centrales nucléaires. Mais je dis pas c'est la solution, je dis c'est une partie de la solution. Il y a des endroits où le solaire n'a aucun intérêt, il n'y a pas de vent et tout ça, mais il faudra une centrale nucléaire honnêtement. Ou alors, en attendant d'augmenter la production de renouvelables, avoir une centrale nucléaire. Et du coup, ce système de mini-réacteurs pourrait permettre d'aider à ça. Est-ce que ça marchera? Je ne sais pas, on le verra bien. Mais en tout cas, une chose est sûre, au moins, il y a quelqu'un qui essaie de faire quelque chose. Ensuite, en parlant de quelqu'un qui essaie de faire quelque chose, littéralement, Meta, qui a enregistré des pertes de 2,8 milliards de dollars pour sa division Metaverse. Ça fait beaucoup d'argent. Bon, en réalité, pas étonnant. C'est un nouveau médium, c'est quelque chose qui est encore en train de se développer. Comme n'importe quel, là, ils utilisent le modèle startup, et c'est le cas pour n'importe quelle startup. Quand vous commencez, vous dépensez énormément d'argent. Vous dépensez plus d'argent que vous ne faites, en fait. Jusqu'à quand que ça prenne, et là, vous pouvez commencer à augmenter vos prix, vous imposer dans le marché, et là, vous pouvez vraiment récupérer l'argent que vous avez investi au début. Donc, la division Metaverse est comme ça chez Meta. C'est un nouveau milieu, il n'y a pas encore tout qui est développé, les gens ne sont pas encore équipés au niveau matériel et tout ça, donc en attendant que ça arrive, ils vont perdre de l'argent. Mais quand même, ça montre que un petit peu du mal. Le truc, c'est que j'aime, moi, l'idée d'un univers virtuel. C'est sympa, en fait. Il y a des trucs très sympas qui sont sortis de ça. VRChat, bon, VRChat a eu des problèmes récemment, mais VRChat était très intéressant. Vous avez aussi, techniquement, Minecraft, selon moi, même si c'est pas un environnement où vous mettez des lunettes de réalité virtuelle, Minecraft a ce côté... pour moi, Minecraft, c'était un vrai MMO. C'était un vrai jeu où vous pouvez vraiment jouer avec beaucoup de gens et vous pouvez voir tous ces gens autour de vous. Il y a des serveurs où vous avez des centaines de personnes dans un lobby et vous pouvez vraiment les voir. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les jeux multijoueurs. Donc, Minecraft montre cette possibilité que, oh, un univers virtuel, c'est sympa quand même. Aller jouer avec vos amis, construire des choses et tout ça, c'est sympa. Donc, moi, j'y crois. Le problème avec Meta et le Metaverse,
c'est que Meta, et Facebook, basiquement, euh, c'est une horrible société en fait. Franchement, c'est une société horrible. Je vous invite à regarder toutes les actualités de Facebook qui, basiquement, il se passe quelque chose d'horrible dans un pays et Facebook ne fait rien en fait. Il ne supprime même pas des posts ou autre chose. Ils sont en mode, on laisse la liberté d'expression soi-disant, mais après derrière, il y a des choses horribles qui arrivent en fait. Beaucoup de mauvaises informations passées et tout, et Facebook profite de tout ça. Ils laissent des pubs circuler de désinformation et tout, et ils en ont rien à faire. Donc, yep. Rien que pour ça, déjà, Facebook est une société horrible, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles seulement Facebook est une société horrible. Ils ont clairement placé leur revenu au-dessus de toute intégrité et tout ça. Du coup, le fait qu'ils fassent le metaverse, ça ne m'intéresse pas, parce que le metaverse de Facebook va être plein de pubs, va être plein de collections de données, et ça va franchement être un monde virtuel horrible. Pire que le monde réel, en fait. Donc oui, je suis pour un metaverse. Juste pas le metaverse de Facebook. Et aussi pas de NFT, please, merci. Ok. Ensuite, passons à d'autres news un peu au niveau finance, ma foi. Un peu beaucoup de finance cette semaine-ci. AMD a dépassé Intel en termes de market cap, donc c'est leur valeur supposée de l'entreprise, donc c'est le nombre d'actions et la valeur de cette action-là. Et du coup, ils ont gagné 3% et c'est Intel qui a perdu 9% pour information. Et du coup, maintenant AMD est à 153 milliards et Intel est à 148 milliards. Ce qui fait que yep, AMD a une plus grande valeur que Intel. Est-ce que ça veut dire que AMD est meilleur que Intel? Non. Pour moi, ça veut surtout dire que les investisseurs ont plus confiance dans AMD à faire plus d'argent que les investisseurs de Intel ont confiance en eux à faire plus d'argent, bien souvent. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Il suffit d'une news qui dit que le patron d'AMD est tombé dans les escaliers, l'ingénieur en chef AMD est tombé dans les escaliers et d'un coup l'action va aussi bien perdre 3%. Ça arrive souvent, donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose à ce niveau-là. Mais ça montre que surtout, le milieu financier et tout ça a confiance en AMD. Et ça, en réalité, c'est assez important. Investir dans des ingénieurs, investir dans de nouveaux designs, investir pour devenir le meilleur au final dans un marché, ça demande de l'argent. Et si les investisseurs sont derrière vous, ben, ça aide beaucoup. Ça ne garantit pas forcément, mais ça aide beaucoup. Et du coup, ça montre qu'AMD continue de mettre la misère à Intel. Même si Intel se défend quand même encore assez bien au niveau processeur, notamment avec la 12e gène et la 13e gène qui vont arriver, visiblement Intel aura toujours un avantage de performance, même s'ils ont totalement sacrifié l'efficacité énergétique derrière. Donc on verra bien ce que ça donnera. Mais une chose est sûre, le véritable gagnant dans tout ça, c'est vous, public. Ou moi aussi. C'est nous, parce que on achète ces processeurs. Si AMD et Intel se battent, les prix diminuent, on a les meilleurs processeurs, ils innovent plus, et tout le monde y gagne. Je vous rappelle que pendant pratiquement 10 ans, Intel n'a eu aucune concurrence, et tout ce qu'on a eu, c'est des quad-cœurs avec 8 threads, qui ont franchement pas énormément évolué. Et maintenant, on passe à du 6, 8 cœurs, on a des cœurs haute efficacité énergétique, ce qui est en réalité intéressant, surtout pour les ordi portables, si c'était utilisé correctement par contre. Et puis, on a des meilleurs processeurs, tout simplement. Donc, yep, innovation, génial. Plus d'acteurs sur le marché, génial. Aussi, en parlant de ce qu'on verra bien ce que ça donnera, vous avez AMD qui a confirmé que les Ryzen 7000 arriveraient ce troisième trimestre de l'année 2022, ce qui est à peu près ce qu'ils avaient annoncé, mais voilà, pour ceux qui avaient besoin d'une confirmation. Il y a aussi beaucoup de leaks qui courent en ce moment, niveau un peu spec, il y a eu des photos de sockets qui ont été pris et tout ça, donc il y a beaucoup de leaks, mais moi je dirais d'attendre, hein, comme d'habitude, les vrais tests indépendants. Parce que le problème, c'est que beaucoup de ces leaks vont peut-être promettre la Lune, mais vous allez juste avoir la Terre. C'est une mauvaise analogie en vrai. Bon, dans tous les cas, vous allez peut-être pas avoir ce que les leaks suggéraient. Et des fois, c'est dans l'autre sens. Les leaks vont des fois montrer des performances décevantes, et après, on va arrêter quand le produit sort. Mais en réalité, les plus intéressants parce que peut-être que les leaks concernaient un exemplaire d'engineering qui n'était pas fini et qui avait des problèmes. Donc, yep. Dans tous les cas, les premiers processeurs qu'on verra normalement, ce serait un 7950X, 16 cœurs, 32 threads, qui peut booster jusqu'à 5,5 GHz avec un TDP de 170 watts maximum. Le 7900X, qui lui serait un
12 cœurs, 24 threads. On ne sait pas encore trop le boost maximum, le 7700X et le 7600X. Donc, à peu près la même line-up qu'on a actuellement et à peu près la même line-up quand les Ryzen 5000 sont sortis. Donc, le 16, 12, 8 et 6 cœurs. Donc, on verra bien, surtout les performances, on verra bien aussi surtout le prix. Et on verra surtout ce que fait Intel pour justement contrecarrer AMD. Ensuite, on a une news au niveau des prix des GPU qui continue de chuter. Donc même en Allemagne et en Europe, ça a continué de chuter, ce qui est assez intéressant parce que ça va énormément chuter aux États-Unis, mais moins en Europe. Donc là, on a certaines cartes 6000 de chez AMD qui sont passées notamment en dessous de leur prix annoncé, ce qui est toujours génial. Et aussi les cartes Nvidia qui continuent de diminuer, mais un petit peu moins. Les cartes Nvidia ont vraiment du mal à diminuer. C'est dû au fait qu'il y a beaucoup plus de stock en fait que de demande. Vous avez aussi les cryptos qui ont chuté en ce moment. Du coup, beaucoup moins de gens qui veulent miner avec des cartes graphiques. Du coup, plus de cartes graphiques qui se retrouvent sur le marché parce qu'elles ne sont pas prises pour la crypto. Du coup, les scalpers aussi, les gens qui achètent des cartes graphiques pour les revendre plus cher, ça ne marche plus très bien, donc ils arrêtent de le faire. Et vous avez aussi un petit peu de marché d'occasion avec justement des gens qui sont inquiets pour leur setup de minage, qui se disent est-ce que je vends maintenant ou est-ce que je continue de miner avec, et du coup vous avez plus de cartes qui se retrouvent sur le marché. Je parle un petit peu de ces news parce que la question continue d'arriver et aussi il y a eu pas mal de vidéos sur le sujet. Il y en a une de très intéressante de Jace2Sense notamment où il a donné des informations où il disait qu'il avait parlé avec quelqu'un du marché, quelqu'un qui travaille chez un fabricant de cartes graphiques, et ils ne s'attendent pas à voir les RTX 4000 arriver de sitôt en fait. Nvidia aurait trop de stock d'RTX 3000 qui doivent encore écouler, et visiblement ils vont attendre que ce stock s'écoule avant de sortir les RTX 4000. Donc, Et comme les gens attendent les RTX 4000, ils en achètent moins des RTX 3000 et du coup Nvidia va entendre encore plus. Moi, le truc que je vous dirais franchement, c'est que si le prix est bon, si vous avez une carte vraiment à un prix intéressant, c'est votre budget, c'est les performances que vous attendez pour ce budget-là, allez-y en fait. Le truc c'est que, oui, les RTX 4000 vont peut-être être incroyables au niveau performance, mais vous avez zéro garantie qu'elles seront en stock correctement. Vous avez zéro garantie qu'elles seront au prix que vous attendez, parce qu'elles vont peut-être doubler de prix, en plus de doubler de performance, et vous avez zéro garantie de pouvoir en acheter une. Donc honnêtement, moi je vous le dis, si vous aviez envie de changer de PC maintenant, vous pouvez déjà commencer peut-être par acheter un GPU maintenant. Les processeurs, j'attendrai peut-être. Ça vaut la peine, je dirais plus ici. Même si, honnêtement, si vous jouez surtout à des jeux vidéo, c'est discutable. Surtout si vous ne prenez pas du haut de gamme. Vous n'avez pas besoin même des prochains processeurs Intel. Oui, ils seront plus performants dans les jeux vidéo, mais en réalité, si vous jouez juste en 1440p ou au Full HD et vous avez une carte milieu de gamme, vous n'allez pas être limité par votre processeur. Vous êtes limité par la carte graphique. Donc là, ça ne vaudrait pas la peine d'attendre. Après, ça pourrait valoir la peine d'attendre parce que ça va faire baisser les prix des processeurs actuels, qui seront du coup plus intéressants. Mais bon, dans tous les cas, niveau GPU, moi je vous dirais, honnêtement, prenez une carte graphique maintenant. Et je ne dis pas ça parce que je suis sponsorisé par une marque ou autre chose. J'ai déjà été sponsorisé par Nvidia, je tiens à le préciser. J'ai déjà été sponsorisé aussi par AMD au final, donc ma foi, par les deux acteurs. Et je ne dis pas ça parce qu'ils m'ont payé autre chose, je ne dis pas ça parce qu'ils m'ont parlé autre chose. Je dis ça parce que, selon moi, j'ai pas envie d'une répétition pour beaucoup de gens que j'ai vus qui, quand les RTX 3000 ont été annoncés, beaucoup de gens se sont dit « Oh, je vais pas prendre une RTX 2000 », ce qui était un choix logique en réalité à l'époque. Et puis après, au final, ils n'ont jamais eu de carte graphique parce qu'il n'y avait aucun stock. Et ceux qui avaient acheté des RTX, même quelqu'un qui avait acheté une 2080 Ti revendue à la va-vite sur eBay parce que les gens voulaient acheter les RTX 3000 et qui l'ont acheté par exemple 600 €, au final, ils étaient plutôt contents. Au début, ils n'étaient pas contents de leur achat, mais après, quand ils ont vu les problèmes de stock, ils se sont dit, oh, finalement, j'ai fait une bonne affaire, franchement. Donc, si les prix sont bons, si les performances, encore une fois, c'est ce que vous voulez, allez-y, achetez. Et enfin, dernière news, au niveau de la PlayStation 5, qui a reçu une mise à jour de logiciel assez importante. Donc, notamment, elle rajoute deux fonctionnalités que les gens attendaient beaucoup. Le premier, c'est le fait que maintenant, la PlayStation 5 supporte le 1440p. Donc oui, vous pouvez brancher un écran 1440p ou même un écran 4K et le faire tourner en 1440p, mais c'est pas l'intérêt ici. Donc vous pouvez brancher un des écrans faits pour les PC normalement en HDMI et avoir du 1440p.
Et ça, c'est un gros point positif parce que il y a beaucoup de gens qui ont acheté des écrans, des fois 27 pouces 1440p pour jouer à leur console, parce qu'ils n'ont pas envie d'une TV forcément, mais ils ne pouvaient pas l'utiliser pleinement à cause de ça. Maintenant, vous pourrez avec la PlayStation 5. Par contre, il n'y a pas encore le rafraîchissement variable qui est supporté en 1440p, donc tenez-en compte. Donc le VRR, c'est un petit peu dommage. Et aussi, évidemment, tous les jeux ne supportent pas le 1440p. Mais il y en a qui sont déjà rendus de base en 1440p sur la PlayStation 5, malgré qu'il n'y avait pas de support 1440p. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. Donc, ma foi, ces jeux-là, évidemment, seront output en 1440p sur celle-ci. Aussi, la deuxième fonctionnalité, c'est le fait qu'ils ont rajouté des dossiers pour mettre vos jeux. Donc là, comme vous pouvez voir, vous pouvez avoir My Favorite Action Game. Donc vos jeux d'action favoris, vous pouvez mettre différents jeux dedans. Donc c'est juste des dossiers pour organiser vos jeux. C'était déjà sur la PlayStation 4, je ne sais pas pourquoi il aura fallu autant de temps pour le mettre sur la PlayStation 5, mais voilà. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texamacha aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, encore une fois, vous aurez un lien affilié vers Owned, où vous pouvez acheter un overlay si vous faites un petit peu de streaming. Et du coup, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!